Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, il est 9h30, j'ai quand même à cœur de pouvoir commencer à l'heure, pouvoir profiter un maximum de cette thématique. Alors, comme nous ne sommes pas très nombreux, si vous êtes d'accord, je vous propose de vous avancer un peu. Comme ça, voilà, on est en petit comité, nous sommes sympathiques. Et puis, ce qui est d'autant plus agréable quand on est en petit nombre, c'est qu'on pourra faire des temps d'échange justement avec nos intervenants. Je vous propose voilà, un temps vers la fin, une fois que les présentations et la table ronde aura pu avoir lieu. Donc, bienvenue à nouveau à toutes et à tous pour cette édition du CIDO Paris 2021 et donc pour la table ronde intitulée du BIM au boss vers une accélération de la transition énergétique. Alors peut-être ces quelques mots en introduction. Il est vrai que le modèle numérique s'impose de plus en plus dans la conception, la maintenance et l'exploitation des ouvrages et des bâtiments. Et il est vrai que derrière le BIM se profile aujourd'hui le boss. Donc nous reviendrons sur cet thème dans quelques instants, et la notion de jumeau numérique, c'est-à-dire cet avatar vivant du bâtiment. Alors comment ces solutions peuvent-elles contribuer à la réduction de l'impact environnemental? C'est un peu l'axe que nous allons essayer d'avoir, mais pas que, tout au long du cycle du bâtiment. Donc quels sont les enjeux et les usages à venir? Retour d'expérience et cases d'usage avec nos intervenants. Donc bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Alors je commence par vous, Sébastien Coulon, vous êtes COO et co-founder de Spinalcom. Donc Spinalcom est une entreprise française qui fait converger et dialoguer les données pour une gestion optimale des bâtiments. Donc vous avez développé un boss du nom de Spinalcom, et encore une fois, nous reviendrons dans quelques instants. En fait, il permet de traiter, de croiser les données du BIM, donc du Building Information Model, de l'OT, l'Operational Technology, et de l'IT, l'Information Technology. Et vous allez nous parler notamment du jumeau numérique. C'est très intéressant et j'avoue que ça m'intéresse aussi. Bonjour, bienvenue. À vos côtés, Ouda Mata, vous êtes responsable Smart Building chez Vinci Énergie. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de présenter Vinci Énergie. Votre réputation vous précède. Et Sébastien Grandperret, vous êtes manager digital et emerging text chez Wavestone. Wavestone est un cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises et des organisations. Bonjour à tous les trois et merci encore d'être avec nous. Alors, comme je disais, c'est ce qui arrive. On vous propose un petit temps d'échange tout d'abord à 4 avec nos intervenants et puis après vous pourrez prendre la parole. Il suffira de me faire un signe. Alors peut-être première question que j'aimerais poser à nos intervenants pour bien définir le sujet, parce qu'on va partir du principe que nous n'avons pas la même connaissance sur la thématique. BIM et boss, de quoi parle-t-on? Alors peut-être commencer par définir le BIM, un peu expliquer rapidement ce que c'est et pour après passer au boss. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Ouais. Sébastien, je vous en prie. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Du coup, quand on pense BIM, donc BIM pour Building Information Modeling, quand on pense BIM, on pense bien souvent maquette 3D du bâtiment. Dans les faits, le BIM, c'est pas que ça. C'est effectivement cette représentation géométrique du bâtiment, une sorte de double statique. Mais c'est aussi une base de données où on va retrouver toutes les données, et notamment les données de structure du bâtiment. Et troisièmement, nous on le définit sous trois grands pans. Troisièmement, finalement, c'est aussi tout le processus de collaboration entre les différents acteurs au sein d'une même phase. Et donc, processus collaboratif autour de, justement, cette maquette, ou plutôt ces maquettes, parce qu'on a bien souvent sur un même bâtiment de nombreuses maquettes BIM. Et donc, on intervient, enfin, on retrouve le BIM à trois, on va dire, aussi bien en conception, en construction et en exploitation maintenance. Voilà, donc en fait, c'est une forme de modélisation, vous l'avez dit. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a une action d'un des acteurs, on va dire, sur ce modèle, en fait, ça a un impact direct sur tout le reste. Et on peut voir en temps réel comment ça se passe. Alors, j'ai réussi à tirer quelques chiffres. Alors, ils ne sont pas absolus, mais en fait, il y a une anticipation des coûts plus efficace de 70%, amélioration de la planification de 85%, également pour la diminution du nombre d'erreurs, parce que ça, c'est important, une conception optimisée de plus 92%, et une meilleure compréhension du projet à plus de 98%. Bon, les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais ça donne un ordre d'idée de ce que permet le BIM. Donc on a bien compris le BIM et du coup le boss. Alors peut-être Sébastien, c'est votre cœur de métier. Le boss, c'est un acronyme qui veut dire Building Operating System. Il faut imaginer ça comme le Windows ou l'iOS du bâtiment. Et maintenant, la question, c'est à quoi sert Windows ou iOS pour vos ordinateurs et vos téléphones? C'est un layer logiciel qui fait le lien entre les équipements de l'ordinateur, par exemple, et les applications qui fournissent des services.
Donc il y a bien un layer intermédiaire qui fait ce lien, qui peut être un lien évidemment bidirectionnel. Donc le boss, c'est exactement ce travail-là, il fait exactement ce travail-là. Et pour faire ce travail-là, et je fais le lien avec le BIM, c'est qu'il a besoin d'un référentiel du bâtiment. Voilà. Chaque application que vous déployez dans un bâtiment a besoin d'un référentiel. Le référentiel d'un bâtiment, il est aussi simple que j'ai un bâtiment qui a des étages, les étages ont des zones, et les zones ont des équipements. Voilà. Sans ça, je ne sais pas où se trouvent les équipements. Et dans un bâtiment, évidemment, ça devient très vite complexe de localiser les équipements. Le BIM va vous fournir l'ensemble de ces informations. Donc le premier travail du boss, c'est d'intégrer l'ensemble des données BIM, voilà, pour qu'on lui fournisse un référentiel bâtimentaire qui est très précis, puisque celui-ci vient du BIM. Au lieu de le créer manuellement, ce qui pourrait être une autre option, chez Spinalcom, en tout cas, on a choisi d'utiliser le BIM pour générer ce référentiel bâtimentaire. Donc en fait, si on comprend bien ce que vous dites, en fait, le BOSS, entre autres, permet en fait d'avoir un langage commun avec l'ensemble des applications et des équipements qui seront présents dans, en l'occurrence, le bâtiment ou l'ouvrage. Exactement. L'autre problématique, c'est effectivement d'avoir un langage commun. Chaque série d'équipements dans le bâtiment utilise son propre langage. Un langage qui va être constitué de protocoles, évidemment, mais pas uniquement, d'un dictionnaire. Le dictionnaire, j'ai décidé d'appeler tel équipement XYZ et de mentionner qu'il était dans la pièce 202. Très bien. Mais un même équipement pourrait être déclaré dans une autre application, par exemple la GMAO, de manière totalement différente. Et là, vous vous retrouvez avec deux applications qui parlent du même objet, du même équipement, mais sans le même langage. Donc l'objectif du BOSS, c'est effectivement de créer un langage unique, ce qui fait que quand vous récupérez une donnée, eh bien, vous savez qu'elle vient effectivement de telle pièce pour tel équipement, et ainsi de suite. Donc vous avez toute la sémantique de la donnée qui est fournie. Et donc c'est comme ça que vous constituez ce jumeau numérique que j'évoquais dans l'introduction. Exactement. Super. Bon, alors voilà pour la conception théorique, on va dire. Et alors, finalement, qu'est-ce que ça permet justement le BIM et le BOSS? Alors, ça tombe bien puisque vous collaborez avec Vinci Énergie et Vinci Énergie collabore avec vous pour la création, enfin la mise en place du projet Archipel, qui est un exemple parfait pour illustrer justement le BIM et le BOSS. Ouda, je vous propose de nous expliquer qu'est-ce que le projet Archipel, en quoi est-ce que vous avez collaboré justement avec Spinalcom dessus. Enfin, voilà. Donc, Archipel, c'est notre futur siège qui est à Nanterre et qui a été mis en exploitation le 17 octobre, donc il y a 2 semaines. C'est un site de 5 bâtiments qui appartient à Vinci pour les différentes entités. C'est bien sûr aussi une vitrine des nouvelles technologies qu'on peut déployer. Et effectivement, c'était important pour nous que ça soit un smart building. Et en fait, ce qui nous inquiétait, c'était l'évolutivité d'un smart building, parce qu'on voyait plein de bâtiments qui se voulaient intelligents, avec quelques applicatifs par-ci par-là, sauf qu'ils évoluaient très mal du fait que en fait, les applications ne parlaient pas la même langue, et donc dès qu'il y a une modification, que ce soit géographique ou parce qu'on a changé la marque d'un équipement, sa place, on a cloisonné, décloisonné, on arrive vite à un modèle où les données sont incohérentes et elles ne correspondent plus à la réalité. Donc ce jumeau numérique en phase de construction, il est bien, mais il faut qu'il vive avec le bâtiment. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait un outil qui nous permet en fait, de faire les modifications d'une façon simple et de les envoyer à tous les applicatifs qu'on a. Donc voilà, ça c'était le premier sujet. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé avec Spinal, parce qu'on considère qu'ils ont un outil assez complet d'un point de vue infrastructure. Donc l'idée, c'est pas de déployer des applicatifs et des use cases, mais vraiment de structurer bien nos données entre le BIM et en fait les données temps réel qui viennent de la GTB, de la GMAO. Alors juste, c'est GTB, GMAO, si vous pouvez expliquer ce que c'est rapidement. GTB, c'est la gestion technique du bâtiment. Donc en fait, c'est tout ce qui existe depuis une 30aine d'années dans les bâtiments, dans le style capteur, pour allumer la lumière si quelqu'un entre dans la pièce, pour s'assurer que la température est à la bonne température de consigne pour que les gens se passent bien. Donc, avec le terme GTB, il y a 2 grands aspects. C'est le confort, donc vraiment les capteurs
qui sont liées à l'éclairage, au store et au chauffage, climatisation pour le confort de l'occupant. Il y a aussi la GTB d'un point de vue exploitation, qui est un outil séparé dans les sous-sols techniques qu'on ne voit pas très bien et qui permet de remonter les alarmes de tous les équipements techniques qui existent. Et en fait, quand on dit GTB, c'est un peu un abus de langage pour parler des deux en même temps. Et la GMAO, c'est en fait l'outil de l'exploitant pour la gestion des demandes d'intervention pour qu'il puisse planifier en fait, sa maintenance du bâtiment. En fait, ces deux outils-là, ça sera bien qu'ils communiquent parce que d'une part, il y a les alarmes et d'autre part, il y a le mainteneur qui va planifier ses interventions. Ce sera pas mal qu'il sache où planifier là où il y a des alarmes, en fait. Donc voilà, un désilotage de ces deux, déjà, c'est déjà assez intéressant. Si en plus, on sait géoréférencer l'équipement qui est en alarme et en panne et qu'il faut qu'on vienne intervenir là-dessus, il est où au travers du BIM, parce que voilà, tout est géoréférencé là-bas, on est déjà très bien. Et donc justement, le projet Archipel a vocation à créer votre nouveau siège social. Alors j'avais quelques données, c'était 52 ou 54 BIM justement créés pour créer le bâtiment. Il y avait plus de 60 000 capteurs, je crois. Il y a 5 bâtiments, 74 000 mètres carrés de surface et de bureaux. Exactement, les grands chiffres. Donc 5 bâtiments, 72 000 mètres carrés, dont 60 000 de bureaux, pour 4 000 occupants. Sur les 5 bâtiments, il y a une tour. Déjà, la tour en soi, elle est à 60 000 points de mesure. Et donc, si on fait la somme de tous, on est à plus que 150 000 points. Effectivement, il y a 54 maquettes parce qu'on a divisé les maquettes déjà par bâtiment, puis par lot. Et donc, quand on parle lot, on parle les lots structure, archi, mais aussi les lots électricité, courant fort, courant faible, thermique. Voilà, on se retrouve vite avec des aspects assez... Et il va sortir de terre d'ici combien de temps ? Il est sorti de terre. Ah, il est sorti de terre, ça y est. Il a commencé à être exploité mi-octobre. Ah, super. On peut Après, tout n'est pas encore exploitable sur les 5 bâtiments. Mais il y a le petit dernier de Vinci Énergie qui vient en retard, mais les premiers occupants sont arrivés. Et on peut aller le visiter ? Donnez-nous juste le temps de respirer et de s'assurer que là... Non, voilà, l'idée, c'est pas non plus de faire la promotion du bâtiment, mais c'était là un exemple parfait de smart building. Alors justement, on pourrait peut-être le lien avec la thématique. En quoi, justement, le BIM et le BOSS permettent d'accélérer la transition énergétique pour répondre à la problématique. Sébastien ? Du coup, quand on dit accélérer la transition énergétique en exploitation, on est plutôt en train de dire qu'on va jouer sur la consommation des bâtiments. Moi, je vois 2 leviers principaux. On va avoir le levier technique. Comment on fait en sorte que les systèmes de notre bâtiment, l'ensemble des systèmes de nos bâtiments, consomment mieux ou consomment moins. Et un second levier qui va être le levier plutôt humain. Comment on fait en sorte, finalement, d'impliquer aussi nos utilisateurs dans cette transition énergétique. Et donc, pour adresser ces 2 leviers, on va avoir un premier élément qui va être indispensable, ça va être comment on mesure finalement cette consommation et comment on mesure, même de manière plus générale, un certain nombre de paramètres pour pouvoir comprendre comment ce bâtiment est utilisé et pourquoi il consomme de cette manière et comment on pourrait améliorer tout ça. Et donc finalement, c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir déterminer des plans d'action et des plans d'action qu'on pourra mettre en œuvre aussi bien sur l'exploitation des équipements que sur la dimension plus accompagnement des utilisateurs, implication des utilisateurs. Et pour tout ça, pour revenir au sujet du BOSS, ce qui va être extrêmement intéressant avec le BOSS, c'est qu'on va avoir la capacité à utiliser et à croiser beaucoup plus de données que les simples données de consommation énergétique, parce que finalement l'idée du BOSS, c'est aussi d'être ce hub de données structuré, et donc on va pouvoir les mettre au regard les unes des autres pour identifier soit les causes, soit finalement des logiques de plan d'action basés sur des paramètres un nombre de paramètres un peu plus importants tels que l'utilisation, l'usage, l'occupation en temps réel, prévisionnel, ou d'autres aspects comme la météo, comme l'ensoleillement, etc. En fait, étant donné qu'on a une multitude de capteurs, une multitude de données remontées et qu'on a cette capacité à les croiser, ça donne beaucoup plus de possibilités. Et donc, ça exploite donc les données d'usage effectivement des occupants, mais est-ce que ça exploite aussi les données un peu de maintenance des équipements pour faire de la maintenance prédictive? Parce que c'est aussi un des objectifs du BOSS, pour savoir à quel moment remplacer tel équipement. Alors, sur la maintenance prédictive des équipements, peut-être que Ouais, Sébastien, tu peux ouais, répondre là-dessus. Sébastien. compléter. Ouais. Oui, ça fait partie des données qu'on va pouvoir
croisés pour justement faire de la maintenance prédictive. Mais pour faire de la maintenance prédictive, en fait, il faut des jeux de données. D'accord ? Et chaque bâtiment est finalement un prototype aujourd'hui. Je n'ai pas 2 bâtiments identiques. À chaque fois, ils sont différents. Que ce soit d'un point de vue spatial, mais également dans les équipements. Donc, de notre point de vue, il va falloir faire tourner, on va dire, le boss qui récupère des données pendant un certain temps pour après identifier des patterns qui permettront de dire, tiens, il y a tel problème, ça veut dire que dans tant de temps, il faudra avoir telle action. Voilà. Et donc, encore une fois, il faut des jeux de données. Si on veut faire de la maintenance prédictive, faire de l'IA de manière générale, il faut toujours des jeux de données. Comme chaque bâtiment est différent, eh bien, le seul jeu de données qui est raisonnablement utile pour faire de la maintenance prédictive sur le bâtiment, c'est le bâtiment lui-même qui doit fournir ces données-là. Après, on pourra le faire. Voilà. Mais je ne crois pas à une IA qui arrive, qui ne connaît pas le bâtiment, qu'on plug et qui, par magie, va indiquer qu'il y a tel ou tel problème. Et puis aussi, moi, je temporise toujours sur ce grand sujet de maintenance préventive avec IA. Est-ce qu'il y a vraiment un super grand besoin et que l'humain passe énormément de temps dessus? Dans le sens où, est-ce qu'aujourd'hui, uniquement en mettant des seuils d'alarme, parce que l'exploitant connaît bien son immeuble et il sait que la performance de cette chaudière, elle commence un peu à diminuer si je regarde ce qu'elle consomme et ce qu'elle me donne comme chaud. Est-ce qu'on n'est pas en mesure, à travers des seuils super simples, qu'on pourrait mettre notamment sur le BOSS, sur le BIM exploitation, on pourrait déjà avoir une première idée que quelque chose va tomber mal et que peut-être une petite maintenance préventive en ce moment nous fera du bien. Donc, bien sûr qu'il faut essayer d'avoir des algorithmes qui sont super poussés, mais avant d'y arriver là, peut-être déjà avec les moyens qu'on a, si on a des données organisées, si on arrive à avoir des historiques qui ont du sens, on peut déjà comprendre pas mal de choses et en fait faire intervenir aussi un peu les exploitants pour corriger. Pour aller dans le sens de Ouda, un exemple qui n'est pas dans le tertiaire, mais qui est sur des entrepôts. Il y a un objet qu'on appelle cette porte, vous voyez, qui monte et qui descend tout le temps, qui permet au camion soit de charger, soit de décharger. Évidemment, si cette porte coulissante est défaillante, ça pose un problème de productivité du centre. Juste mesurer le nombre de fois où on l'ouvre et on la ferme par jour, et à partir de quand, d'un point de vue statistique, elle tombe en panne, juste mettre après un seuil, dire, voilà, au bout de 500 ouvertures, il faut absolument faire un contrôle technique de la porte pour éviter d'avoir le problème. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça peut être aussi simple que ça. Voilà. On n'est pas obligé d'aller sur de l'IA très complexe. C'est vrai que des fois on part un peu loin quand on parle d'IA, on pense à la complexité. Donc on l'a bien compris, la notion de données est essentielle dans le BIM et surtout dans le BOSS. Mais du coup, face à la masse de données que vous arrivez à générer, ou du moins que le bâtiment va réussir à générer, on l'a compris, il y a des hommes derrière, il y a des algorithmes. Mais comment est-ce qu'on arrive à prioriser la donnée? Comment est-ce qu'on sait qu'une donnée est plus importante qu'une autre? Comment on la traite finalement, cette donnée? Alors, je peux répondre à la question. Ouais. En fait, il faut définir des cas d'usage. Voilà. Je définis mes cas d'usage. À partir de là, je vais définir les données dont j'ai besoin pour faire tourner mon cas d'usage. Et la question qui suit, c'est quel est le système ou les équipements qui va me fournir cette donnée. Et à partir de là, je peux concevoir mon bâtiment avec les équipements dont j'ai réellement besoin et avec les données qu'il va générer. Et l'autre question que ça pose aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'un équipement génère cette donnée que cette donnée est disponible. Donc l'autre question qui doit se poser, c'est, très bien, j'ai besoin d'un automate qui fait peu importe, mais est-ce que l'automate qui fait cette fonction, est-ce que je peux réellement récupérer sa donnée? Voilà. Donc il y a une double question, parce qu'on parle beaucoup d'ouverture, mais au final, vous avez beau avoir, admettons, 50 données dans un automate, peut-être que l'API qui va vous fournir les données va vous en fournir que 10. Pas de bol, vous aviez besoin d'une autre donnée, mais qui ne vous est pas fournie. Donc ça veut dire que vous allez sélectionner un équipement qui ne répondra pas à votre cas d'usage.
Je vais compléter un peu sur la partie équipement. Effectivement, le BIM, le BOSS, tout ça, c'est super important. Par contre, il y a des équipements terrain qui doivent remonter des données. Il faut qu'ils soient bien choisis, il faut qu'ils soient ouverts, il faut qu'ils répondent à nos cas d'usage. Et en fait, il faut qu'il y ait un mini pilotage par les risques, dans le sens où, bien sûr, on peut manipuler les données. Mais en même temps, s'il y a un défaut, et un défaut peut arriver dans le digital, par des raisons de communication ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas qu'on ne puisse plus entrer dans le bâtiment, il ne faut pas qu'on ne puisse plus travailler parce que la serrure connectée a perdu sa communication. Donc en fait, nous, ce qu'on priorise, c'est qu'il y ait une mini-intelligence au plus proche du terrain. La communication est coupée, il faut que mon étage, ma pièce, sache faire le minimum syndical, dans le sens où elle peut me permettre de forcer l'ouverture de la porte d'une façon humaine. Il faut que la température reste autour de 21 degrés et il faut qu'elle soit allumée tout le temps. Bon, on va consommer un peu plus, mais au moins on est sûr que c'est allumé. Donc en fait, il faut quand même que sur les on choisisse des équipements qui ont un minimum d'intelligence au plus proche du terrain, et puis on délocalise le reste de l'intelligence dans des systèmes du type BOSS, du type applicatif, où on crée des cas d'usage. Mais vraiment, grande attention sur le risque de tout délocaliser et de perdre la communication un jour. Sébastien, je voulais gratter sur votre cahier. Vous voulez intervenir ou non, c'est juste pour des notes pour plus tard? Non, les deux. Enfin, en fait, Je vous en prie. Sébastien parlait tout à l'heure de l'importance de travailler sur les cas d'usage. En fait, nous, c'est quelque chose c'est une approche en fait qu'on prône. Hein. On a un certain nombre de clients qui, pas forcément sur ces sujets de smart building, mais sur leurs gros programmes de données à l'échelle de l'entreprise, ont pu s'engager dans une démarche finalement de captation de données au cas où. Et finalement, en fait, on se retrouve à, si on récupère ces données au cas où, sans avoir une approche préalable cas d'usage, on est incapable à aucun moment de dégager de la valeur avec ces données parce qu'elles ne seront jamais au bon niveau de qualité, on n'aura jamais exactement toutes les données qu'il nous faut, etc. Et donc, nous, on est convaincus que cette approche cas d'usage, elle est fondamentale, elle doit être au démarrage de tout projet. En fait, et dans le smart building, c'est particulièrement le cas également parce qu'on a un nombre de capteurs, on le citait tout à l'heure, par exemple pour le bâtiment Archipel, qui est phénoménal, avec un nombre de données remontées qui est phénoménal. Et donc, les questions de quels usages et donc quelles données je remonte, combien de temps je les stocke, comment je m'occupe de combien de temps je les archive, etc. aussi. Enfin, tous ces points de vue-là sont des choses qui sont structurantes et encore plus dans une logique de sobriété numérique dont on va probablement parler dans quelques instants. J'aurais juste du coup une question, c'est quand on vous écoute, c'est assez fascinant et pourquoi on n'y a pas pensé avant en fait? Quels sont les freins qu'on a pu rencontrer, qu'on rencontre aujourd'hui? Est-ce que c'était financier parce qu'effectivement on imagine que c'est une technologie chère à déployer? Est-ce que c'était plus que le marché n'était pas prêt, c'est les mentalités qui n'étaient pas prêtes? Qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui justement le développement de ces technologies? Sébastien, je peux commencer. Oui, je vous en prie. En fait, un boss comme le voit, c'est la vision de Spinalcom, hein, parce qu'il y a différents boss sur le marché. La vision de Spinalcom, c'est que le boss, c'est un gestionnaire d'un jumeau numérique. D'accord ? Pour gérer un jumeau numérique, vous avez besoin de technologies qui ne sont pas réellement existantes sur le marché. Voilà. Et si je commence à utiliser des termes un peu barbares, il faut une base de données graphe sémantique et qui fonctionne en temps réel. Bon, vous allez screener un peu le marché et vous allez voir que ce soit Oracle, Microsoft et les Neo4j qui sont très spécialisés sur des bases graphes, il n'y en a aucun qui fournit une base graphe sémantique temps réel. Aucun. Voilà. Chez Spinalcom, on a commencé fin 2009 au travers de programmes de recherche, à développer un nouveau type de base de données. Voilà. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a une réalité quand même qui est, pour réaliser ce qu'on a fait chez Vinci, il faut avoir un nouveau type de base de données graphes. Voilà. Et donc il y a un frein technologique. Ouais. Ça, c'est une réalité. Moi, je vais compléter par 3 autres freins. Donc le premier, c'est les équipements. Pendant très longtemps, ils n'étaient pas ouverts, et à juste titre. Ceux qui ont développé des petits applicatifs en dessus de leurs équipements ont fait en sorte que
les données qui remontent fonctionnent uniquement avec leur applicatif. Donc voilà, il y avait un petit silotage des constructeurs. Et puis, depuis la création de la SBA, ils ont vraiment plutôt bien joué le jeu. Après, plus ou moins bien sur toutes les données. Mais voilà, en tout cas, on voit un changement sur le marché où les gens jouent un tout petit peu plus le jeu de l'ouverture. Il y a un deuxième sujet qui est les surcouches du bâtiment. Le bâtiment, c'est un promoteur, c'est un preneur, c'est un locataire. Quand on parle d'une nouvelle infrastructure comme celle de la donnée, qui paye et qui l'utilise. Donc, pour la faire bien, ça sera intéressant de la faire sur la phase promoteur, mais le promoteur, est-ce qu'il va vraiment pouvoir la valoriser sur la phase preneur, qui lui, est-ce qu'il va vraiment pouvoir la valoriser chez le locataire, ou bien c'est juste au locataire de la faire? Il y a des surcouches d'organisation bâtimentaire qui sont un peu compliquées. Et troisièmement, c'est un peu les termes barbares que Sébastien disait, effectivement, ça ne nous parle pas. L'IT dans le bâtiment, ça n'existe pas. Dans l'organisation, on a un petit DSI qui gère nos petits outils de travail, mais parler des bases de données sémantiques graphes, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, ce passage de l'automatisme vers l'IT, ça prend du temps, ça prend de l'organisation, ça prend des nouveaux métiers, des nouveaux processus, parce que pour que le digital suive le physique, il faut qu'il y ait une personne qui s'assure que le mur qui était là physiquement et qu'on a enlevé, il a été enlevé dans le BIM et donc dans le BOSS. Voilà, c'est des nouveaux métiers, donc ça prend un peu de temps. Je voudrais ajouter une chose, je pense que pour le salon ici c'est important. On parle de convergence des données et on parle de convergence de deux mondes qui ne se parlaient pas avant. D'un monde qui est ce qu'on appelle l'OT, Operational Technology, donc qui peut être par exemple une usine, et l'IT qui pourrait être un ERP. Maintenant, qu'est-ce que cherchent à faire les entreprises? C'est de connecter ces deux mondes pour pouvoir gérer l'usine plus en temps réel, sa production et autres. D'accord. Et aujourd'hui, donc, il faut faire ce qu'on appelle la convergence OT-IT. Voilà. L'OT, c'est un monde temps réel, par définition. L'IT, c'est du temps différé. Donc, déjà, vous avez une grande problématique qui est comment je fais communiquer deux mondes qui ne fonctionnent pas sur le même pas de temps. Voilà. D'où ce nouveau type de technologie qui doit savoir à la fois parler d'un côté en temps réel, transformer ça dans un langage unique, pour qu'il soit compris par un ERP, par une application qui, elle, ne tourne pas en temps réel. Voilà. Voilà. Et puis, il y a l'autre aspect dont on n'a pas trop parlé, qui est, et là je rejoins le sujet de la gestion énergétique, comme ça je dis un petit mot là-dessus, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne fait que du constat. Je constate que. Très bien. Le next step, qui n'est pas forcément demain, ce sera je constate en temps réel et j'agis. En temps réel. En temps réel. Pour vraiment impacter la consommation énergétique. Mais ce n'est pas forcément pour aujourd'hui, parce que, pas techniquement, mais parce que les gens ne sont pas réellement prêts. Mais quand ils seront face au fait de devoir réduire les consommations énergétiques par 30%, voire 50%, comme le décret tertiaire le demande, il n'y aura pas d'autres possibilités. Donc l'autre aspect, c'est qu'il faut que ce soit aussi bidirectionnel. Voilà. En plus, c'est d'actualité puisqu'on est en pleine COP26, donc ça se prête bien au sujet. Voilà, il nous reste une 15-20 minutes. Comme je dis souvent et que j'aime souvent dire, l'événement est aussi fait pour vous. Est-ce que je vous pose un premier tour de questions, réactions? Vous avez la chance d'avoir nos intervenants, donc n'hésitez pas. Il suffit de me faire un petit signe et je vous amène le micro. Monsieur, bonjour. Alors, juste une petite règle. Vous gardez votre masque et je garde le micro pour les raisons que vous savez. Bonjour. Aujourd'hui, au fait, on parle de BIM, de BOSS. Et ma question, c'est est-ce que déjà tous les acteurs devraient se mettre d'accord en se disant on fait un référentiel et on tourne autour de ce référentiel quoi. Moi, petite structure, on est deux. Pour faire du BIM ou du BOSS, quand je veux dire, voilà quoi. Et quand je parle autour de moi du BIM ou du BOSS, les mecs ils me regardent avec des gros yeux quoi. Donc déjà, je pense auprès des ça, c'est pour des grosses structures, quoi. Mais quand vous prenez, par exemple, comme dit le décret, comme vous disiez tout à l'heure, à partir de 1000 m², les gens qui ont ce type de bureau, ils ne le savent même pas, quoi. Ils ne savent même pas qu'il y a le décret ou qu'il y a le décret BAX, qu'il y a des choses à faire, quoi. Donc aujourd'hui, on parle d'aller vers le BIM ou le BOSS, mais déjà, il y a qu'on s'appelle éduquer, au fait, tous les gens, quoi. Ouais. Alors, justement, il y a ce sujet du référentiel commun. Il y a différentes choses sur le marché déjà qui existent. Dans le monde de la GTB, il y a quelque chose qui est très très connu qui s'appelle ESTAC. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
qui essaye de normaliser. Voilà. Maintenant, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la normalisation, elle se fait encore par silo. Voilà. Et encore. Par exemple, dans la GMAO, donc l'outil de maintenance, je ne connais pas de normalisation. Et donc, par définition, comme elle est par silo, elle est incomplète. L'objectif aussi de l'utilisation du BIM, c'est d'avoir un outil qui va permettre de résoudre cette problématique-là. Après, si dans le BIM, vous souhaitez utiliser un référentiel bien précis, vous pouvez ajouter un attribut à chaque objet en disant ça c'est WC, c'est des toilettes, hein, je donne un exemple vraiment très simple, mais voilà, vous pouvez le définir. Après, l'ensemble de ces informations se retrouvent dans le fichier et les données du fichier, après, se retrouvent dans la base de données du boss. Voilà. Donc, est-ce qu'on trouvera demain un acteur qui va venir avec un référentiel complet de A à Z qui gère l'ensemble des cas d'usage? Personnellement, je n'y crois pas. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous dépassez les 50%? La question est toujours là. Donc vous avez besoin d'un outil pour le mettre en œuvre. Ce qui est important, ce n'est pas forcément que chaque société appelle les toilettes WC dans la maquette. Ce qui est important, c'est que quand vous appliquez ça dans vos projets, ce soit systématiquement la même. Voilà. Après, personnellement, je viens du monde du manufacturing, qui est un monde, on peut le dire, beaucoup plus digitalisé que le monde du bâtiment. Voilà. Chercher un référentiel commun qui gère tous les cas, ça n'existe pas. Voilà. Donc, et pourtant, ils sont beaucoup plus avancés que ce qu'on trouve dans le monde du bâtiment. Donc il faut aussi regarder ce qui a été fait ailleurs, ce qui a vraiment fonctionné. C'est comme le sujet de l'IFC versus du Revit, par exemple. Voilà. L'IFC est basé sur du STEP. Le STEP, c'est un format d'échange qui est utilisé dans le monde du manufacturing. Regardez si en 30 ans, ils ont réussi à faire quelque chose avec du STEP. Vous verrez que la réponse est non. Donc, est-ce que l'IFC peut devenir cet outil? J'y crois pas forcément. Voilà. Et de manière un petit peu plus... Enfin, au-delà de l'aspect convention de nommage, avant même ça, il y a le côté BIM-BOSS, avoir une compréhension par l'ensemble des acteurs qui soit commune de ces termes-là, et notamment le BOSS. Et ça, c'est finalement le travail qui est en train de mener la Smart Building Alliance, et depuis un certain nombre d'années maintenant. Et avec cette dernière année, finalement, un travail tout particulier sur le Building Information System et le BOSS en particulier. L'idée est vraiment de pouvoir éclaircir ces termes, d'avoir une sorte de référence, enfin, de document de référence sur qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là. Et ça, pour moi, c'est presque une première étape pour favoriser la compréhension de l'ensemble de l'écosystème. Moi, je vais peut-être partager un tout petit peu mon expérience uniquement sur le BIM. Pour être complètement honnête, aujourd'hui, sur un petit projet, sur un petit magasin commercial de 100 mètres carrés, c'est compliqué de mettre ça en place. Mais ça l'a toujours été, avec toute technologie. Il faut commencer sur les grands projets pour industrialiser. Donc aujourd'hui, dire que le BIM et le BOSS sont présents partout, ou ils vont l'être dans les 2 années à venir, moi, honnêtement, je n'y crois pas. C'est normal que ça soit présent sur les grands projets, parce qu'on a les ressources pour avoir des gens responsables du BIM, pour avoir des gens qui mettent des processus de convention de nommage, et c'est pas grave. C'est pas grave qu'on commence sur les grands bâtiments. Après, ça va s'industrialiser par la suite. Par contre, ce que vous avez dit, et que vous avez complètement raison, on peut commencer déjà par des petites étapes de rigueur, dans le sens où vous n'avez pas un BIM, c'est pas grave, mais les WC, s'ils sont mis dans la GMAO et dans la GTB, ils ont 2 noms différents, juste écrivons sur un petit Excel que ce qui a été écrit WC1 et WC001, c'est la même chose. Déjà, commençons par la logique que 2 outils doivent quand même pouvoir un jour communiquer, donc faisons un rapprochement par une table d'échange sur Excel, sur un bout de papier, c'est pas grave, pour que le jour où la technologie descend des grands projets vers les plus petits, on sera un peu plus près d'un point de vue culturel. Merci. Autre question, réaction? N'hésitez pas, profitez-en. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Là, on parle du BIM, BOSS, on parle des nouveaux bâtiments.
Et comment on peut intégrer cette technologie sur les millions de bâtiments qui ont été construits et qu'on doit gérer leur énergie pour améliorer la consommation et tout ça? Ouais, je veux bien répondre parce qu'on a des exemples, on commence à avoir des exemples. Je cite un bâtiment de la société Hager à Paris, qui est un petit bâtiment, hein, ça fait moins de 1000 mètres, 1000 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça, qui n'avait pas de BIM. Voilà. En fait, on en crée un, sauf qu'il ne faut pas avoir l'idée d'un BIM de conception ou de construction. C'est un BIM où au final, en tout cas nous, quand on le réalise nous-mêmes, allez, ça va coûter entre 20 centimes et 1 euro du mètre carré, selon les informations dont on a besoin pour répondre au cas d'usage. Voilà. Un BIM, ça pourrait être aussi simple que je représente que les étages, je ne représente même pas la coque, on va dire. Voilà. Je ne mets pas les fenêtres, je ne mets rien. Je veux que les étages et les zones, ou les pièces. Voilà. Vous avez un outil, vous avez des outils. Bon, celui le plus connu, c'est évidemment Revit, pour construire ça. Voilà. C'est très peu cher, au final. Vous avez des milliers de personnes, voire maintenant des millions de personnes dans le monde qui sont formées à utiliser ce type d'outils. Voilà, et à faire à réaliser les fichiers à très très faible coût. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas des coûts de conception de construction. Voilà. C'est-à-dire que ça peut prendre quelques heures à quelques jours selon la taille du bâtiment. Mais dès le moment où vous avez quand même un minimum de plans, c'est franchement très très rapide. Maintenant, vous avez cette base de données. Vous pouvez l'intégrer dans le BOSS, ça est automatique. Comment vous auriez fait sans ça? Vous auriez pris de toute façon quand même des plans. Il aurait fallu les refaire généralement dans les outils spécifiques de gestion de chaque silo. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'éliminer la création de ces plans 2D qui sont utilisés dans les différents silos applicatifs et de le remplacer par une base de données qui va fournir la 3D ou même la 2D si besoin. Voilà. Et c'est ça l'idée. Donc en fait, ça ne coûte pas plus cher de créer des plans 2D que de créer une maquette, voilà. voire moins cher, parce que plus vous allez avoir d'applications, plus il va falloir avoir de plans. Et puis l'autre problématique dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, un smart building, c'est quelques services. C'est pas encore un truc hallucinant. Voilà. Par contre, dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir potentiellement des centaines de services sur un smart building. Imaginez que chaque service ait son propre référentiel et donc son propre plan. À chaque fois que vous faites une modif dans le bâtiment, comme le disait Ouda, je décloisonne, je recloisonne, je change d'équipement, j'ajoute des équipements, il va falloir mettre à jour l'ensemble des silos. Et là, vous avez votre coût de run, d'exploitation du bâtiment qui explose. L'idée du BOSS, c'est je mets à jour le référentiel dans le cœur et ça pousse le référentiel à l'ensemble des applications qui se mettent à jour. Ça, c'est la vision. Sur Archipel, on le fait sur 3 silos. On n'a pas pu le faire sur l'ensemble des silos, mais au minimum sur 3 silos de données. Mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir le faire sur l'ensemble des silos. Parce que sinon, le run du projet va exploser. On va se retrouver avec des 500K ou peut-être 1 million juste pour mettre à jour l'ensemble des silos à terme, ce qui est évidemment incohérent. Merci. Alors je vous propose peut-être, parce que le temps passe quand on parle de sujets passionnants, une dernière intervention peut-être? C'est maintenant ou jamais? Bon, tant pis. Alors juste du coup, pour revenir sur une notion que vous disiez Sébastien, enfin, qui peut être intéressant, on l'a compris, il y avait déjà un frein technologique d'une certaine manière pour faire rencontrer le monde de l'OT et de l'IT, mais il y a aussi peut-être un frein lié aux mentalités. Et comment est-ce que justement vous accompagnez vos clients, vos collaborateurs vers ce passage dans l'univers du numérique d'une certaine manière et de la donnée? Alors comme Sébastien, vous êtes dans l'accompagnement de la transformation notamment numérique des entreprises, de vos clients, comment est-ce que vous faites en fait, pour convaincre vos clients de passer justement dans ce monde numérique en fait? Alors, en général, nos clients font appel à nous parce qu'ils ont déjà une envie de passer dans ce monde du numérique. Après, sur la dimension plus
Ah, pardon. Oui, je disais, nos clients en général font appel à nous parce qu'ils ont déjà cette ambition de passer sur le numérique. Comment dire ? Quand on voit... j'ai pas de... Pas d'exemple. Alors, je vais formuler ma question différemment, vous avez raison. Dans mes réponses, c'est plus qu'on sait aujourd'hui que l'exploitation des données, alors sans parler de souveraineté numérique, mais on sait que l'exploitation des données n'est pas forcément vue d'un bon œil. Par exemple, c'est l'exemple que vous citiez quand on préparait tous les quatre. Vous disiez effectivement, un promoteur immobilier va mettre en place un smart building. Ses occupants ne sont peut-être pas pour effectivement le fait de vouloir que leurs données soient exploitées. Ça peut être le cas aussi pour vos collaborateurs. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont au courant ? Enfin, j'imagine que oui, en étant dans un smart building. Mais du coup, c'est ce frein, on va dire, lié à un changement de paradigme nécessaire. Comment est-ce qu'on l'accompagne ? Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Est-ce que c'est plus par la force des choses que ça va se faire ? Est-ce que c'est par de la formation ? Il y a de multiples cas. Alors, c'est un peu un paradigme un peu français parce que finalement, sur ce côté d'exploitation des données, on est capable de donner à Facebook, à un certain nombre à Facebook, à Twitter, à Google, beaucoup de nos données sur le registre perso. Quand on vient sur le registre plus professionnel, on a beaucoup plus de mal à confier nos données à des acteurs, notamment des acteurs extraterritoriaux. Donc on a cette prise de conscience quand même, et notamment en fait qui devrait s'accélérer dans les prochains temps, hein, parce que on a un exemple récent. Finalement, le gouvernement français a décidé de refuser l'utilisation de Microsoft 365 et donc toute la suite. Donc on n'est pas dans le registre du smart building, mais pour l'ensemble des ministères. Donc ça pose la question de cette exploitation des données, de cette exploitation massive des données, potentiellement par des acteurs extraterritoriaux. Et donc ça pourrait renforcer l'utilisation, en tout cas le recours à des acteurs français, voire européens, voire le développement finalement d'acteurs plus locaux. Et donc on arrive dans ces logiques de souveraineté numérique, hein, finalement, je pense que c'est des choses qui vont évoluer dans les prochains temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on peut difficilement se passer des grands acteurs américains, notamment du cloud. C'est des choses sur lesquelles je pense que dans les prochaines années, on va avoir des changements. Ok, merci. Je voulais tous les réagir, honneur aux dames, Oui, Ouda, et après je laisserai Jean-Sébastien. Moi, j'ai quelques exemples concrets sur Archipel, que ce soit pour l'accompagnement, que ce soit aussi d'être à l'écoute et peut-être parfois de ne pas aller très loin. Je vais aller sur les deux. La première, c'est il faut que les occupants ou des représentants des occupants, mais vraiment qu'ils soient aussi intergénérationnels, participent aux ateliers de cadrage des cas d'usage. Moi, je vais donner un exemple super concret. En fait, c'est la géolocalisation. Moi, personnellement, j'y crois fondamentalement. J'y crois fondamentalement qu'on va proposer beaucoup plus de services si on peut savoir un occupant, d'une façon anonyme, certes, et en lui demandant son avis à chaque fois qu'on demande où il est localisé, peut nous dire où il est. Par contre, quand on a donné cette idée à des gens d'un âge différent, qui ont des expériences différentes, une certaine frilosité de partager avec leur employeur où est-ce qu'ils sont à un moment T, en fait, c'était vraiment un no-go de nos occupants. Et en fait, on a fait marche arrière là-dessus, et c'est pas grave. Et en fait, il faut vraiment être à l'écoute pour enlever les cas d'usage qui ne plaisent pas aux occupants. Il faut que l'occupant soit là et qu'on le rassure, qu'on soit à son écoute, et que s'il y a un sujet qui fait peur, bien juste on l'enlève. Et c'est ce que Sébastien disait, quand on a commencé Archipel, on imaginait mettre le boss avec 500 applicatifs, parce qu'on imaginait qu'on allait tout mettre, les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, on imaginait des croisements assez géniaux. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4-5 applicatifs qui ont du sens, mais il fallait commencer. Il faut qu'on commence là, il faut qu'on enlève les sujets qui font peur. Et en fait, dès que les occupants sont plus à l'aise, qu'ils savent ce que c'est que le boss, qu'ils savent que ça va marcher, que ça ne va pas se planter tous les 2 jours, petit à petit, on peut ajouter. Un bâtiment, c'est fait pour vivre 25, 30, 50 ans. On peut ajouter des applicatifs petit à petit. Il ne faut juste pas trop brusquer dès le début. Et en fait, donc, faire impliquer les occupants dans la définition des cas d'usage, avoir des moments clés où on lance
les applications, par exemple, occupants, avec un grand événement où les gens qui font les applicatifs sont présents pour répondre aux questions, pour s'assurer que le paramétrage sur le petit téléphone fonctionne bien. Parce que si aujourd'hui je télécharge mon application et elle ne marche pas, je ne vais pas la retélécharger, je ne vais pas prendre le temps de la remettre à jour. Donc en fait, le lancement, être là pour accompagner, même sur des petits sujets qui sont pas super importants, est important pour que les gens utilisent les applicatifs qui sont mis en place. Et de manière générale, en fait, cette implication des occupants, elle doit effectivement se faire tout au début. Ça, on partage et c'est au cœur de toutes les démarches d'accompagnement qu'on mène. Mais elle doit se faire aussi dans le temps parce que finalement, typiquement, pour l'exemple que vous prenez sur une application bâtiment, ce qu'on constate, c'est que finalement, si cette application n'évolue pas, si les utilisateurs ne sont pas écoutés, si les irritants remontés ne sont pas pris en compte, finalement, cette application, elle va mourir de sa belle mort. Et ce n'est pas l'idée sur ce genre de choses. On a dans les mains, finalement, des sources de valeur énormes pour les occupants, pour les exploitants. Et donc, il faut les faire vivre dans le temps. Et ça, c'est un enjeu. Sébastien, Ouda a pris mes 2 points. vous a coupé la Non, mais effectivement, c'est inclure les utilisateurs. Voilà, ça, c'est très important pour définir les cas d'usage. Et puis, l'autre point, c'est bien mentionner que ce sont des données qui peuvent être anonymisées. Voilà. Parce que si on n'enlève pas ce frein-là, tout le monde a peur. Voilà. Et ça, ça peut être anonymisé à différents endroits, mais un des rôles d'un boss, potentiellement, c'est justement d'anonymiser l'ensemble des données qu'il récupère avant d'aller les fournir à des applications. Voilà. Parce qu'au final, est-ce que j'ai besoin de savoir que c'est monsieur Durand qui est là, ou est-ce que j'ai juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un? Bon, il y a déjà énormément de services possibles si je sais qu'il y a quelqu'un. Bon, si je sais que c'est monsieur Durand, je pourrais encore aller plus loin et lui fournir des services encore plus précis, on va dire. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Non. En tout cas, en France, ce sera très difficile. En Allemagne, ce sera très difficile. Aux États-Unis, je pense que ce sera une autre histoire. Voilà. Donc ça dépend aussi des pays. Et de l'accompagnement qu'on est prêt à mettre aussi, parce que finalement, retirer des cas d'usage, c'est une chose. Potentiellement, on a aussi la possibilité d'accompagner, de faciliter cette transition auprès des instances de représentation du personnel, auprès des utilisateurs. Alors, je suis d'accord qu'il faut probablement déprioriser les cas d'usage problématiques pour se concentrer sur ce qui est capable de ramener de la valeur rapidement, valeur utilisateur, j'entends. Mais derrière, il ne faut pas pour autant les oublier. Disons qu'il y a une vraie dimension d'accompagnement des utilisateurs, accompagnement au changement qu'il faut prendre en compte aussi. Donc il y a un défi technologique, on l'a compris, un défi humain aussi. Donc rendez-vous dans 10 ans ou 20 ans pour voir où on en est. Bon, c'est toujours très frustrant pour un animateur de devoir clôturer les débats. Malheureusement, vous avez encore plein de choses à voir, plein de gens à rencontrer, donc on va s'arrêter là. En tout cas, un grand merci à nos intervenants pour leurs propos et leurs interventions. Un grand merci aussi à vous pour votre présence et votre participation. Le SIDO Paris continue, au plaisir de vous recroiser sur le salon. Merci à tous et une excellente journée. Merci.